Je vais avoir l'honneur et la lourde responsabilité d'animer la table ronde. Et je voudrais, en préambule, pour l'introduire justement, vous lire une plaque commémorative que vous n'avez peut-être pas remarquée, ou si, qui est posée au-dessus du fronton de l'école primaire municipale de la rue d'Alray. Sur cette plaque commémorative qui a été posée en 2017, le 27 février, il est écrit « À la mémoire des enfants, élèves de ce groupe scolaire, déportés de 42 à 44 parce qu'ils étaient des juifs, victimes innocentes de la barbarie nazie avec la complicité active du gouvernement de Vichy. Plus de 11 400 enfants furent déportés de France, dont plus de 87 vivaient dans le 15e arrondissement. Ils furent exterminés dans les camps de la mort. Ne les oublions jamais. » Et le propos de nos trois autrices ici, c'est justement de les sauver de l'oubli. Alors, vous avez écrit, par exemple, Le professeur de musique, La guerre de Robert, L'ombre. Vous pouvez continuer Les à les enfants présenter. des yeux. Quand Anna riait dans la maison de Sarah Lay. Le petit garçon étoile, Non au désespoir, Yankov. Et dans tous ces romans qui disent « ne m'oublie pas », et qui prennent la compréhension, l'indulgence, la tolérance, la réconciliation, parmi ces nombreux ouvrages, certains primés d'ailleurs, comme Le grand-père tombé du ciel, je voudrais mettre l'accent sur ceux qui sont composés d'un prénom. Je m'appelle Vladimir. Alors, je m'appelle Rachel. Vladimir, c'est un livre drôle. Mais on va pas. Mais pas sur la Shoah. Oui, mais bon, c'est dans vos. Voilà, c'est plutôt Yankov qui, ou le prénom. Alors après, voilà, dans la suite, Yankov. Ensuite, Mordechai Anielewitz, Non au désespoir. Dans la maison de Sarah Lay, ça c'est Yaël, je viens de le découvrir. Hein. Yaël qui a écrit aussi, mais ça c'est en dehors du sujet, mais quand même, Momo, Petit Prince des Bleuets. Moi j'ai beaucoup aimé la série. Albert le Toubab. Quand Anna riait, on revient sur le sujet, et Roland qui a écrit Ita Rose et Alex et Léon, dont on a déjà parlé ce matin, La guerre de Robert, mais il y a beaucoup plus longtemps, Sarah de Cordoue déjà, Oui. qui m'avait beaucoup émue. Moi. Oui, là, Donc, c'est et vos pas- héros et héroïnes s'appellent Madeleine, Chainé, Judith, Rachel, Sofiane, Anne-Sophie, Memouna, Léa. On montre bien que les cultures sont croisées dans vos écrits. Et tous ces titres et toutes ces références, ces nominations, on va dire, réalisent peut-être le vœu exprimé dans ce vers de Baudelaire « Si mon nom aborde, heureusement, aux époques lointaines ». Donc j'aimerais que vous évoquiez le rôle du prénom et vos procédés littéraires, votre écriture poétique vive. Mais ma première question sera celle-ci. Qu'est-ce qui vous a déterminé à écrire sur la Shoah? Quel moment fondateur pour chacune d'entre vous? Qui veut commencer? Je veux bien commencer. Moi, j'ai toujours voulu être écrivain depuis que je suis petite. Et ce qui m'a déterminée, c'est une chanson que j'avais entendue d'un groupe de musique un peu klezmer américain qui parlait d'un grand-père et qui dansait, qui chantait, qui était drôle, qui était sympa, qui était extra, mais qui parfois pleurait en racontant sa guerre. Et la chanson disait à la fin, bon, le grand-père meurt, hein, et la chanson disait, nous devons être les Zeide, donc qui veut dire grand-père, de nos enfants. Et mon premier livre publié, c'est Le chemin de fumée, où je parle du Zeide, du grand-père. Voilà, ça c'est vraiment cette chanson qui m'a alertée, qui m'a dit, bon, arrête d'écrire, parce que j'étais jeune encore, et je suis toujours d'ailleurs, pardon. Et je me disais, j'écrivais sur moi, bien sûr, parce que ma vie était absolument passionnante. D'ailleurs, je vais vous la raconter, si vous me suppliez. Et tout d'un coup, quand j'ai entendu cette chanson, je me suis dit, non. Moi, en fait,
on s'en fout. Et même moi, je m'en fous. Et ce pourquoi je suis sur Terre, c'est pour parler d'eux, voilà, de ma famille. Alors moi, c'est aussi, il y a eu un élément déclencheur, c'est-à-dire que je devais avoir 8 ou 9 ans. Et chez moi à la maison, je savais que mes parents parlaient de la Shoah quand ils parlaient yiddish. Voilà. C'était la langue qu'on ne comprenait pas. Et quand j'étais petite, je demandais toujours à ma mère, mais pourquoi vous ne nous apprenez pas le yiddish? Pourquoi vous ne nous parlez pas en yiddish? Et ma mère m'avait répondu, on n'enseigne pas aux enfants la langue des larmes. C'est beau. Voilà. Je suis toujours émue quand je m'en souviens. Et donc, quand on était petit, alors on était une famille très décimée, mais il y avait encore des cousins de mon âge, des cousins et des cousines. Et lors des réunions familiales, dès qu'ils commençaient à parler en yiddish, on se réunissait, avec surtout mon cousin qui était un peu plus âgé que moi, et disait, écoute, on va prendre des notes. Alors, on prenait des notes, mais on ne comprenait pas, déjà pas en yiddish, pas en écriture hébraïque, mais on essayait de recopier, et on allait demander aux grands-parents d'autres enfants de nous traduire ce qu'on avait, on avait entendu. Et puis un jour, mon cousin m'a dit, mais toi, parce que j'écrivais déjà, je lisais beaucoup, il m'a dit, mais toi, il faut que tu gardes précieusement toutes ces notes, parce que je suis sûre qu'un jour, t'en feras des livres. Voilà. Moi, je ne pensais pas du tout écrire sur la Shoah. J'avais écrit un roman, Sarah de Cordoue, plutôt sur une époque, le XIIe siècle, où les trois religions chrétiennes, musulmanes, juives s'accordaient plus ou moins, bien que ça finisse par une guerre. Mais un jour, je mangeais un jour de 1987, je dînais chez un ami, Roland Rapaport, avocat de Madame Zlatin, et il me dit au moment du départ, écoute, demain matin sur France Culture à 9h, une émission. Nous sommes séparés. Le lendemain matin, je me dis, je suis paresseuse et j'écoute l'émission où je vais écrire sur mon texte. Je choisis d'être paresseuse. J'ouvre France Culture et il y a Madame Zlatin, la créatrice avec Monsieur Zlatin de la Maison Mémoriale Lisieux. Il y a Léon Reifman et Léa Feldblum. Léa Feldblum, qui a été la seule survivante des 44 enfants arrêtés à Isieux et des 7 adultes. Et Léon Reifman, sa sœur lui a dit « saute par la fenêtre ». Il a sauté dans le jardin du premier étage et il s'est caché. Il n'a pas été arrêté. Et il prend la parole, dit ceci. « À Isieux, j'ai perdu mon père et ma mère. Ils s'occupaient des enfants. J'ai perdu ma sœur, Sarah Suzanne. J'ai perdu mon neveu, Claude, et tous mes amis. Mais ce qu'il y a de plus affreux aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de mémoire. Et moi, je me mets à pleurer. Je suis une petite fille de la guerre, j'y ai perdu ma mère. Je ne suis pas juive. Et à ce moment-là, je m'arrête de pleurer, je me dis, il va y avoir une mémoire. Je prends un cahier neuf, j'écris. C'était le jeudi 6 avril 1944. C'était des enfants. Ils étaient 44. Ils avaient de 4 à 17 ans. Ils habitaient une maison au nom étrange. Et là, je ne me rappelle plus de ce que l'on a dit. Je n'ai pas pris de notes. Je continue d'écouter l'émission. Et à la fin, je téléphone à mon ami. Je lui dis, l'émission était formidable. Dis-moi qui peut me donner plus ample renseignement. Et il me donne l'adresse de l'avocat Serge Glasfeld. Je lui téléphone. Je passe un après-midi avec lui où il me montre toutes ses archives. C'est lui qui a recensé
la famille de 43 enfants afin que Klaus Barbie, le gestapiste qui a fait arrêter les enfants, va être inculpé et ait des accusations de ces 43 familles. Je le quitte, je décide d'écrire quelque chose sur ce fait et je fais 3 mois de documentation, je relis plein de livres, je reprends mon cahier, je vois que c'est sous forme de versets et je reprends cette forme qui est née vraiment au moment de l'émotion et j'écris Les enfants d'Isieux, version adulte, version pour enfants. Il y a eu 4 versions pour enfants, pour jeunes. Le texte paraîtra en 1989. Donc là, on était à l'acte fondateur. Est-ce que vous voudriez chacune nous présenter 1 ou 2 ouvrages en répondant à la question sur la problématique du prénom, du nom, et en même temps, quel choix d'écriture? Parce que vous avez aussi écrit ensemble, je ne l'ai pas dit, Rachel et Yann, vous avez écrit ensemble L'ombre, oui, par exemple. Voilà. Et Perdu de vue. Et Perdu de vue, oui. Et De Sacha à Macha aussi. Voilà. Tu commences? Bon, je peux. À propos du prénom, alors, c'est ça. Voilà. Moi, je vais parler de Yankov, qui est un des livres le plus cher à mon cœur. J'ai découvert lors d'un colloque comme celui-ci, l'histoire des enfants rescapés de Brunwald, que je ne connaissais pas. Parce que moi qui sais tout, je ne savais pas qu'il y avait des enfants rescapés à Brunwald. Et donc j'ai lu tout ce que je pouvais trouver sur eux, parce que leur histoire m'avait bouleversée. Et ils ont été accueillis dans une maison d'enfants à Taverny après la guerre et ils ont été sauvés par la nouvelle directrice de la maison d'enfants, Judith Emendinger, qui a en fait appliqué les méthodes de Janusz Korczak et qui les a ramenés non seulement à l'état d'être humain, mais à leur enfance. Et c'est très beau ce qu'elle a fait comme travail. C'est ça qui m'avait bouleversée. C'était comment elle avait pris ces petits animaux très méfiants, très agressifs, et les avait transformés leur avait redonné leur part d'humanité et leur enfance. Bref, je lis plein de témoignages, plein de choses qui ont été écrites sur eux, etc. Et je me retrouve avec un corpus d'informations et d'histoires touchantes. Et je me dis, je veux tout raconter. Alors, comment je fais pour tout raconter? Il me faut plusieurs narrateurs. Moi, je suis incapable d'écrire avec plusieurs voix. Et surtout, je suis incapable d'écrire avec une voix d'adulte. Et donc, je me dis, ben non, il faut que je choisisse un enfant. Mais lequel? Est-ce que j'ai le droit de choisir un enfant qui a vraiment existé? Non, je n'ai pas le droit. Donc, j'ai décidé d'inventer un enfant donc, imaginaire qui soit fait de tous ces enfants réels et qui racontent leurs vraies histoires. C'est pour ça que le thème de la table ronde, histoire vraie et vraie histoire, pour moi, ça dit tout sur ce que j'essaie de faire quand j'écris. Et il me restait à lui trouver un prénom, et je ne voulais pas utiliser un des vrais prénoms, des enfants. Je voulais un prénom juif, bien sûr, mais pas un prénom trop typique, et je voulais un prénom qui ait du sens pour moi. Et du coup, j'ai demandé à mon père si je pouvais prendre son prénom. Yankov, c'est le prénom juif de mon père, qui se cache sous le prénom de Jacques, comme beaucoup de... Et il m'a dit oui, mais il m'a dit qu'il me le vendait. Et donc, et le problème, pourquoi je vous raconte ça? Parce que ce livre était au prix des Incorruptibles, donc j'ai fait énormément de rencontres autour de ce livre avec des classes. Et quand je racontais l'anecdote, je les voyais, et tout d'un coup, j'ai réalisé qu'ils se disaient « Ah, c'est juif !» Mais son père, il lui vend son prénom. Mais quand on dit que les juifs et l'argent, c'est un problème. Donc, alors je disais « Non, mais c'est une blague !» Et il ne l'a pas vendu en vrai, quoi. C'était pour rire. Et ouais, bon.
Donc j'ai arrêté de... je vous le confie. Donc je ne lui ai rien versé. Voilà. Et je finis très rapidement. Donc ce n'est pas son histoire, parce que mon père était un enfant caché. Et c'est pour ça que j'ai pu lui donner son prénom à ces enfants-là, puisque je ne peux pas raconter directement l'histoire de mon père, sauf dans Le Petit Garçon Étoile, dont je remercie beaucoup Éléonore et Christophe ce matin ont parlé. Ça, c'est ma manière de raconter l'histoire de mon père enfant caché. Voilà. Alors moi, je vais vous parler de cet album-là, qui, je pense, est la publication parmi tout ce que j'ai publié, qui est la moins connue, et qui est pour moi l'œuvre absolue que j'ai faite. Voilà. Pour moi, s'il y a un livre dont j'aimerais tout le temps parler, c'est de celui-là, et c'est de celui-là dont on ne parle jamais. Alors, je fais une petite parenthèse. Je sais que tout le monde me connaît parce que je suis la maman de Momo Petit Prince des Bleuets. Ça fait 26 ans que Momo Petit Prince des Bleuets est sorti, et je n'en peux plus. Et un grand-père tombé du ciel. Grand-père tombé du ciel, c'était avant. Oui, mais parle-en. Oui, il y a eu avant Momo, il y a eu le grand-père. Et justement, le grand-père avait Sensation, est un gros succès qui vient d'être adapté en BD. Mais chaque fois que... moi, je voulais que mon nom d'autrice soit associé à la Shoah. Mon nom d'autrice est associé à Momo. C'est comme ça, on ne comprend pas toujours. Je ne vais pas m'en plaindre, parce que Momo est un personnage fantastique, vraiment, qui a touché des milliers, je dirais même des centaines de milliers d'enfants, leurs parents, les enseignants, etc. Donc je ne vais pas m'en plaindre. Mais moi, si on me demandait quel est votre meilleur livre, je dirais celui-là. Et pourquoi c'est celui-là ? D'abord parce que j'écris pas d'albums de fiction. J'ai fait quelques albums de documentaires, mais je ne sais pas écrire court. J'ai besoin de l'espace du roman pour pouvoir bien m'exprimer. Et Saraley, ce texte m'est venu. Alors, ce qui est très bizarre, c'est que la seule chose qui apparaisse comme juif dans ce roman, c'est le prénom. Saraley. Parce qu'il n'y a aucun terme du champ sémantique de la Shoah qui est utilisé. C'est une ellipse. Et ce que je ne savais pas en l'écrivant, c'est que le fait que le mot Shoah ne soit absolument pas... Alors, il faut dire qu'il est magnifiquement illustré par Nathalie Novi, voilà. Quand même, qui est une référence. Mais vu que le mot Shoah n'apparaît pas du tout, chaque fois, quand il est sorti, que je le lisais dans une classe, les enfants serbes me disaient « mais c'est mon histoire ». Les enfants de toutes les guerres d'Afrique, du monde entier, mais c'est mon histoire que vous racontez. Et ça, je ne l'ai pas compris en l'écrivant, parce que pour moi, je voulais vraiment... j'étais tellement dans ce texte, en pensant à la Shoah, mais sans pouvoir utiliser les mots. Et en fait, je l'ai écrit dans un train, en rentrant d'intervention. J'étais sous le coup d'une grosse émotion. C'était, je sais plus, j'ai plus la date en tête, mais je suis entrée à la maison avec ce texte que j'avais griffonné. Et à l'époque, j'avais juste ma petite fille, Noah, à qui j'ai dédicacé ce livre qui venait de naître. Enfin, non, elle avait déjà 3 ans quand je l'ai écrit. Et dès que je suis rentrée à la maison, c'était un mardi soir. Je la gardais le mardi soir parce que le mercredi, on passait la journée ensemble. Et je lui dis, parce que je ne savais pas à quel âge ça s'adressait. Voilà, c'était un poème, j'ai écrit un poème, je ne savais pas si ça allait devenir un livre, mais j'avais besoin de partager ce poème. Donc, je dis à Noah, en arrivant, je vais te lire une histoire que j'ai écrite dans le train. Il dit, ah, tu vas me lire un livre ? Je dis, bah non, ce n'est pas tout à fait un livre. Alors, je sors mon cahier de brouillon, c'était vraiment crado, comme elle dit. Et puis, elle s'assied à mes pieds, et je lui lis mon brouillon de Saraley, que j'ai écrit comme ça d'un jet en quelques minutes. Et à la fin, elle m'a regardée, je me suis dit, mais je suis folle, à 3 ans, qu'est-ce qu'elle va comprendre de ces textes ? Et à la fin, elle m'a dit, tu chantes bien, mamie. Voilà. Et je me suis dit, ben là, voilà, la sensation, elle n'a rien compris du texte, mais elle a perçu ce que j'y avais mis, voilà, cette sorte de mélopée. Et donc, du coup, je l'ai envoyé tout de suite à mon éditrice chez Casterman, qui était Brigitte Ventrillon, et qui l'a effectivement publié. Et malheureusement, il est un peu passé inaperçu. Peut-être plus. Certainement plus. Alors moi, je vais vous donner une petite anecdote drôle au départ. Je m'appelle Rolande parce que mon père adorait Romain Rolland.
j'aurais pu m'appeler Romaine. Je reviens à des choses plus sérieuses. Je vais vous lire un passage sur les prénoms des enfants d'Isieux. C'était le jeudi 13 avril 1944. Dans l'aube incertaine, un officier crie des noms. 34 enfants d'Isieux sont désignés. Samy, 5 ans. Nina, 12 ans. Max Marcel, 12 ans. Jean-Paul, 12 ans. Esther, 12 ans. Élie, 10 ans. Jacob, 8 ans. Jacques, 12 ans. Richard, 7 ans. Jean-Claude, 5 ans. Barouk, 12 ans. Marière, 13 ans. J'arrête là la liste des prénoms, mais c'était pour qu'à travers ces prénoms, un être entier, avec ses beautés, ses subtilités, sa personnalité, est désigné. Et je vous lis un tout petit passage. Dans un coin, Martha et Santa sont recroquevillées. On ne voit que leurs yeux verts, si intensément verts sur leur peau mate. Martha, Santa, regard fixe, regard vert, regard de peur. Voilà, et le prénom, c'est bien ce qui nous nomme. Et les nazis, justement, ce qu'ils voulaient, c'était supprimer les noms, supprimer les personnes. Et le prénom, lui, dans votre texte et sur les couvertures, il marque son indébilité. C'est ça, le terme. Hein, je ne me suis pas trompée. Moi, je voulais, si je peux ajouter quelque chose au sujet des prénoms et puis des noms aussi. C'est que j'utilise effectivement souvent les prénoms dans mes titres, comme quand Anna riait. Il faut savoir que tous les prénoms de tous mes livres qui ont un rapport avec la Shoah sont les prénoms de personnes qui ont vraiment existé, soit de mon entourage, soit dont j'ai entendu les témoignages. Et c'est vrai des prénoms, mais c'est très vrai des noms de famille, qui pour moi sont très importants. J'utilise toujours les mêmes noms de famille, parce que, en plus, selon la religion juive, pour garder la mémoire de nos disparus, il faut prononcer leurs noms. C'est ce qu'on fait quand on lit les noms pour les différentes commémorations. Donc pour moi, je ne pouvais pas inventer des noms. C'est-à-dire que même si parfois j'utilise le même nom et prénom pour un personnage, mais avec des histoires différentes, il faut que le nom et le prénom aient existé. Alors justement, je remarquais aussi que vos romans parlent de comment faire famille. On peut faire famille sans filiation. Hein? Donc vous avez dans vos romans des secrets de famille, des morsures, des non-souvenirs, une mémoire qui torture. Et l'éveil de ces souvenirs cachés, secrets, se fait souvent par une personne tierce qui n'est pas de la famille. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Je ne sais pas si je vais répondre vraiment à votre question, mais je pensais au livre que Yael et moi nous avons écrit ensemble, qui s'appelle L'Ombre, où la personne tierce, oui. En l'occurrence, c'est elle, qui m'a un jour dit qu'elle avait commencé un livre qui était... elle avait fait le premier chapitre, ça lui plaisait beaucoup, mais qu'elle s'est arrêtée à la fin du premier chapitre, parce que ça racontait l'histoire d'un garçon qui sort de chez lui après avoir emménagé dans un nouvel appartement et qui se retrouve sur le trottoir devant l'ombre d'une fille, qui n'est bien sûr pas lui. Et elle me dit, je ne sais pas qui est l'ombre. Et je lui dis, bonne chance, cocotte. Et en fait, elle m'envoie un mail avec en fichier joint le premier chapitre et en titre du mail, tu es l'ombre. Et c'était quelque chose d'absolument magique dans notre amitié, parce pour elle, c'était un roman fantastique. Voilà. Et moi, j'ai tout de suite su qui c'était. Mais vraiment comme s'ils attendaient à la porte. Et en fait, comme elle m'imposait un personnage féminin, j'ai changé le prénom, mais j'ai mis l'adresse, le nom de famille et les prénoms des cousins de mon père, morts enfants, donc mort en déportation.
et qui habite à cet endroit-là. Et donc Sylvia, puisque Sylvain, j'ai transformé en Sylvia, en fait, elle revient sur les lieux devant l'appartement où elle habitait, parce qu'elle attendait depuis des dizaines d'années que quelqu'un de son âge revienne habiter là où elle était, parce qu'elle veut juste qu'on se souvienne qu'elle a existé. Et quand j'ai renvoyé le deuxième chapitre à Yael, elle a... voilà, pour toi aussi, tu peux peut-être en parler, ça a été... Oui, alors c'était... j'avoue, alors c'est bien sûr... Ça mériterait une psychanalyse, mais j'avoue que quand j'ai envoyé le premier chapitre à Rachel, je ne me suis pas dit on va écrire Shoah, parce qu'on ne l'avait jamais fait ensemble. Autant on écrit sur la Shoah chacune séparément, autant on n'était pas arrivé à écrire ensemble sur la Shoah, pour des raisons qu'on n'arrivait pas à analyser. Et très honnêtement, dans mon intention à moi, quand je lui ai envoyé le premier chapitre qui se termine par cette ombre qui surgit, l'ombre de cette fille qu'il ne connaît pas, je me suis dit, je lui envoie parce que je tombe dans le fantastique et je ne suis pas du tout un auteur de fantastique. Je ne sais pas faire et je n'aime pas. Donc, mais je me disais, quand je lui avais parlé à Rachel, elle m'avait dit, bon, débrouille-toi, cocotte. J'ai dit, puisque c'est toi qui vas t'en débrouiller, en fait. C'est pas moi. C'était de la haine. Voilà, carrément. La vengeance. Mais quand elle m'a écrit ce deuxième chapitre, qu'elle m'a renvoyé très très rapidement, et que j'ai lu ce deuxième chapitre, et que j'ai compris, parce qu'on n'en a jamais parlé entre nous de ce roman. On s'envoyait chapitre après chapitre par mail, sans jamais, on déjeunait ensemble, on n'en parlait pas. Sauf le dernier chapitre qu'on a écrit ensemble, et je nous revois encore chez moi, devant l'ordinateur, toutes les deux, on l'a écrit en pleurant. Et c'est le dernier ce dernier chapitre. Enfin, ce livre avait été choisi pour un concours de lecture à haute voix par des enfants de CM2, et j'avais été invitée à la finale. C'était dans le sud de la France, et ils pouvaient choisir ce qu'ils voulaient comme extrait dans le livre. Et bien entendu, les 3/4 ont choisi la fin, et où en fait Tom, le héros de Yael, prononce le prénom et le nom de Sylvia Blumenfeld, donc le nom de famille maternelle de mon père, pardon, et au bout de 10 fois, bon, c'était absolument intolérable, mais magnifique, avec ses voix fraîches d'enfant. Et je n'étais pas la seule à être émue, je peux vous dire que beaucoup de gens dans la salle, et moi je ne suis pas du tout mystico-choucroute, hein, mais je me suis dit, j'ai rempli, et elle avec moi, nous avons rempli notre mission sur Terre, parce que ils sont peut-être un peu là, voilà. Et en fait, le texte était sorti dans Je Bouquine. Oui. Oui, il a été publié d'abord dans Je Bouquine avant de devenir le roman. Et on a reçu, suite à la publication du texte dans Je Bouquine, des sacs postaux de courriers d'enfants. Et c'était magnifique parce qu'on répondait, on a passé des jours et des jours et des jours à répondre aux courriers parce qu'on voulait répondre aux courriers de tous ces enfants. Et les éditrices à l'époque chez Bayard nous ont dit on n'a jamais eu autant de courriers pour un texte. Je peux lire les dernières lignes ? Oui. Quentin m'a donné un coup de coude dans les côtes. Et ça va être à toi, vieux. Sylvia Blumenfeld, ai-je prononcé à mon tour. C'est à toi que je m'adressais, Sylvia. Je t'ai vue alors, vue comme jamais auparavant. Tes cheveux bruns bouclés, tes yeux verts, ta robe claire. Tu m'as souri. Tu m'as rendu ma maison, mon visage et mon nom en m'adressant un petit geste de la main. Et pour la première fois, j'ai entendu ta voix qui me disait « Merci, Tom ». Tom qui rime avec homme. Roland ? Bien, moi, je n'ai pas la chance d'avoir une Rachel ou une Yael pour écrire avec moi. J'ai néanmoins trouvé dans La guerre de Robert une manière d'écrire en double, c'est-à-dire de prendre c'est un enfant caché dont les parents et les frères et sœurs ont été déportés. Et lui avait, par hasard, dans la famille, la nationalité française. Il a été mis à l'écart, gardé. Mais gardé solitaire. Et à partir de là, il va vivre dans des maisons, se sauver, passer des journées entières seul.
ce qui en même temps le sauve, car la maison où il était, tous les enfants ont été arrêtés, lui ne l'a pas été. Après la guerre, il épouse une psychanalyste qui lui demande d'écrire son témoignage, toutes ses histoires. Et à partir de là, Olivia Krieger me demande d'écrire une pièce de théâtre. Et j'écris un Robert jeune, un Robert adulte. Et ils se répondent mutuellement. Et c'est ma manière à moi d'écrire à deux voix. Alors, peut-être une dernière question. Je voudrais savoir comment vous vous documentez. Alors, en fait, je voulais juste parler de mon actualité parce que c'est vraiment en rapport avec le thème de la table ronde et avec ce qu'a dit Roland tout à l'heure. Au printemps, va sortir mon prochain livre, donc dans la collection Ceux qui ont dit non, cette super collection chez Actes Sud Junior, où on raconte la lutte en la romançant de gens qui ont dit non à quelque chose auquel il fallait dire non. Et c'est non à l'impunité sur Serge et Beate Klarsfeld. Et je termine le livre par le passage d'une lettre écrite par un des enfants d'Isieux. Et je parle beaucoup de ce qu'a fait Serge, c'est-à-dire il a fait paraître le mémorial de la déportation des Juifs de France, mais aussi le mémorial des enfants. Et il a fait organiser des expositions de photos aussi. Et il a fait paraître un recueil qui, pour moi, est le plus beau livre qui soit de lettres d'enfants. Adieu les enfants. Qui est absolument magnifique, où il présente en fait, donne les détails biographiques qu'il a sur les enfants dont il donne les lettres ou les petits mots jetés du train. Et leurs mots sont... voilà, c'est presque... Je me suis dit, je ne vais plus écrire parce que tout est là. Et voilà, donc je voulais parler de ce livre, pas pour ma gloire personnelle, quoique, mais non, pas du tout, en fait. Voilà, c'est ça, et un album qui s'appelle Exodus, qui parle d'Exodus. Voilà. Alors pour la documentation, pour répondre à votre question, moi, les histoires que je raconte sont inspirées de faits réels, de faits soit familiaux, soit de tous les voisins, tous les amis, tous les gens de la communauté qui défilaient à la maison quand j'étais petite. Et donc, toutes ces histoires que j'écrivais dans mes petits carnets, sans savoir qu'un jour je serais écrivain, parce que ça, c'était le rêve que je n'osais même pas faire à l'époque. Et en matière vraiment de documentation, jusqu'à présent, jusqu'à il y a peu de temps, vraiment d'un niveau historique, je vérifiais l'exactitude des dates et des propos historiques. Parce que je ne voulais absolument pas qu'on puisse me dire « mais là, c'est n'importe quoi, c'est pas vérifié ». Donc, je fais des vérifications extrêmement méticuleuses quand j'annonce un fait vraiment historique et daté. Et puis là, récemment, j'ai eu un appel, il y a 2 ans de ça, un appel du directeur du Struthof, du camp de concentration qui était le seul camp en France où il y avait d'ailleurs une chambre à gaz, mais qui n'était pas un camp de juifs, qui était un camp principalement de politiques, de résistants. Voilà, il y avait très peu de juifs qui ont été internés au Struthof. Et il m'a demandé si je voulais écrire un roman pour la jeunesse sur le Struthof. Alors je lui ai dit, le Struthof, je ne connais pas vraiment, je ne m'y suis pas vraiment intéressée, je sais que ça existe, mais sans plus. Il a dit, je vous invite à venir. Et donc j'y suis allée avec Marc Lisano, qui est l'illustrateur qui a adapté Un grand-père tombé du ciel et Momo. Et on est allés tous les deux par un triste matin de novembre. Et c'est la première fois que je me rendais sur des lieux dont je vais parler, vraiment, des lieux physiques. Et j'ai absorbé tellement d'ondes négatives que je ne sais pas, j'ai pas trouvé le moyen de retranscrire ça dans un roman. Je tournais en rond, j'arrivais pas, j'étais vraiment très très mal parce que j'ai toujours refusé d'aller à Auschwitz, j'ai toujours refusé d'aller dans les camps. Là, c'était un peu par obligation parce que si j'écrivais dessus, il fallait que je sache de quoi je parle.
Et j'ai mis pratiquement 1 an à trouver l'angle sur lequel j'allais écrire. Et très curieusement, comme une mise en distance, j'ai décidé de le faire en BD. Moi qui ne suis pas une autrice de BD, qui ne suis pas une scénariste, c'est pas du tout mon truc, c'est pas du tout ma zone de confort, mais je me suis dit que cette chose-là dont je vais parler, il faut qu'il y ait les images, que les mots ne suffiront pas. Donc le faire sous forme de roman, je n'ai pas pu. Et on a commencé à travailler avec Marc Lisano. Alors c'était très compliqué avec Marc Lisano, parce que Marc Lisano, je ne sais pas si vous le connaissez, même dans L'Enfant caché, c'est quand même l'illustrateur de cet album extraordinaire qui s'appelle L'Enfant caché. Il fait des personnages très particuliers, très infantiles, avec des grosses têtes. Voilà. Et je me disais, mais où il va me mettre ces grosses têtes dans le Struthof? Alors il m'a dit, t'inquiète, je vais m'arranger. Donc voilà, c'est vraiment la première fois où j'ai eu la vraie documentation et dont je dois me servir. Moi, je voudrais parler d'autre chose avant la documentation. C'est dire que j'ai rencontré énormément d'enfants que j'ai fait écrire sur le texte Les enfants d'Isieux. Qu'à chaque fois, il y avait de l'émotion. Par exemple, un jour, dans Les enfants d'Isieux, il n'y a pas de ponctuation et des blancs entre les phrases qui changent légèrement de ton. Et une petite fille m'a dit, « Madame, j'ai compris pourquoi vous avez mis des blancs. C'est pour mieux pleurer. » Et ces enfants ont écrit énormément de textes. À Limoges, dans le cadre de la bibliothèque, j'y suis allée 3 ans. J'ai rencontré les CM1, les CM2, les 6e, les premières, etc. Et nous avons publié, la ville a publié un petit recueil. Pour reprendre ta question, eh bien, j'ai parlé de la documentation du premier texte en 1989. Il a été publié. Serge Schwarzfeld, 6 pages dans Le Monde sur la maison d'Isieux. Et puis, j'avais déjà fait une recherche sur la guerre, la résistance, la déportation. J'ai repris tous ces livres. Mais je continue de faire de la documentation. Je continue de faire de la documentation parce que c'est une époque qui me terrorise et en même temps me fascine. C'est la guerre, je suis une petite fille de la guerre, j'y reviens régulièrement. Et le livre Les enfants d'Isieux a eu un véritable succès, calme, mais de temps. Il a été publié pour la première fois, vous avez le livre là-bas, en 1989. Il a été republié quand la collection a été terminée avec cette couverture. Il y a eu encore chez Syros une autre publication chez Oscar. Et puis, depuis quelques années, j'ai envie de faire un album illustré. Et il y a 2 ans, j'ai demandé à Gilles Rapoport, avec lequel nous avons fait déjà 4 albums, s'il souhaiterait illustrer Les enfants d'Isieux. Il m'a répondu par l'affirmative et j'ai repris mon texte, j'ai gardé toute la structure, j'ai enlevé les métaphores pour que Gilles puisse illustrer et j'ai ajouté des petites anecdotes parce que je suis allée à Isieux avec Gilles et avec les musiciens que vous allez voir et le directeur d'Isieux nous a montré toute la progression des anecdotes qu'il avait pu avoir et qu'ils ont eues depuis 1990 à aujourd'hui. À Isieux, il faut savoir que dans l'hiver 83-84, il y avait 105 enfants. 105 enfants, c'était trop. On faisait passer les grands par un réseau de résistance en Suisse. Les petits, on les mettait dans des fermes. Et puis, on a diminué le nombre d'enfants. Heureusement, il n'y en avait que 44 lorsqu'ils ont été arrêtés.
Mais moi, j'ai repris toutes ces petites anecdotes de vie de la maison, fête des anniversaires, cadeaux à chacun, pièces de théâtre, concours de danse, concours de poésie. Car Monsieur Zlatin et Madame Zlatin tenaient à ce que les enfants oublient ce qu'ils avaient vécu et vivent la culture, la richesse de l'art le plus possible. Alors, j'en reviens à la documentation. Oui, j'ai découvert un bouquin extraordinaire qui s'appelle Éparses de Georges Didier Huberman, critique d'art et spécialiste de la Shoah. Et dans ce bouquin, il raconte le ghetto de Varsovie. Vous allez me dire, mais ça n'a pas de rapport avec les livres pour enfants. Bien si. Il y a le médecin, pédiatre, pédagogue, écrivain, Yanouk Korczak, qui a créé un orphelinat pour enfants juifs, qui va être mis avec tous ses enfants dans le ghetto. Mais ce n'était pas pour vous raconter cela. C'était pour vous raconter vraiment Éparses. Un historien, Miguel Blum, Emmanuel, entre juifs, entre dans le ghetto, poussé par les soldats allemands, s'installe dans une misérable maison avec sa femme et ses enfants et se dit immédiatement, il faut écrire le journal du ghetto. Il faut raconter tout cela. D'autres amis historiens et historiennes vinrent le trouver. Il leur dit cela et une équipe va partir dans le ghetto, marcher, aider le plus possible les gens du ghetto, malades, affamés. Ils font ce qu'ils peuvent et ils peuvent peu parce que la vie est insupportable, mais ils notent, ils notent, ils notent. Ils prennent un poème écrit par un vieillard, ils prennent une chanson qu'une gamine a écrite, ils prennent des dessins des orphelins de Yanouk Korczak qui essayent malgré tout de trouver du papier et des crayons pour les faire dessiner, ou du théâtre, ils écrivent la pièce, les historiens le prennent. Puis au bout de 2 ans, ils ont un matériau extraordinaire, mais on arrête de plus en plus. Et Emmanuel Regenblum dit il faut cacher notre matériel. Ils ont 2 bidons de lait, 10 boîtes métalliques. Ils mettent les 35 000 feuilles qu'ils ont accumulées et ils les enterrent dans une cour d'école. Bien leur a pris, 15 jours après, ils sont arrêtés tous. Seule une femme reviendra. En 1945, il n'y aura de cesse qu'elle fasse rechercher les bidons de lait et les boîtes. C'est très difficile, le ghetto a été rasé. On fait même des inspections par avion. Et puis, à force de chercher, un jour, on trouve. Les bidons de lait, on les ouvre, les documents sont intacts. Les boîtes métalliques, c'est plus grave. 4 ont pris l'eau. Mais les documents sont un peu moisis, certains encore lisibles. Ils vont être triés, mis dans le musée de l'histoire juive à Varsovie. Et c'est Éparses, une chronique, Éparses, un poème, Éparses, une description du ghetto de Varsovie qui raconte tout cela. Et c'est ma dernière documentation, mais je vous la recommande. Merci. Alors c'est vrai qu'on pourrait aussi s'interroger ou animer une conversation, un débat sur dessiner la Shoah, dessiner sur la Shoah. C'est vrai qu'on a évoqué certains illustrateurs, Gérard Paport bien sûr. Alors est-ce qu'il est dans la salle ? Moi je veux bien conclure. On conclut ? Et non, attends, excuse-moi. Georges Lemoine aussi, je voudrais dire que Georges Lemoine, qui a illustré la guerre de Robert, le fait d'une manière extrêmement, enfin, à sa manière justement, extrêmement douce, poétique, des couleurs extrêmement bien choisies. J'ai beaucoup fait de livres avec Georges. Tu as déjà travaillé avec Georges, oui.
Avec Gilles. Voilà. Et je voudrais proposer en conclusion, nous pouvons peut-être qualifier vos romans de romans mémoriels, selon l'étude de Régine Robin, publiée aux presses universitaires de Montréal, mise en forme, donc la définition d'un roman mémoriel, la mise en forme narrative du souvenir, dont le sens est le partage de la mémoire collective, la transmission. Avec vos ouvrages, ces romans mémoriels, vous nous invitez à nous souvenir ensemble, comme l'écrit Édouard Glissant, si nous voulons être solidaires. Donc je vous remercie et je laisse la parole peut-être à la salle.